Cet épisode a été fait par le comptoir du GBU et nos 2 centimes. Qu'est-ce que c'est nos 2 centimes ? Ça vient de l'expression out of sense. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'on dit n'a pas plus de valeur qu'une pièce de 2 centimes, mais on le dit quand même. Ça a été créé en 2020 par Sophie, et puis petit à petit, ça s'est élargi avec moi, donc Raphaël, et puis ensuite Louise. Dans ce podcast, on parle de nos vies relationnelles sous le regard de Dieu. Quand on parle des relations, on pense aux relations familiales, amicales et amoureuses, affectives en général. Donc le comptoir, c'est un podcast par les GBU. Donc les GBU, c'est les groupes bibliques universitaires. Ce podcast existe depuis 2021 et il a pour but de faire dialoguer la foi avec de la culture, des questions philosophiques, voilà, donc sur des thématiques plus ou moins larges. Et voilà, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes. Est-ce que vous savez ce que c'est une situationship ? C'est comme un flirt de personnes où elles sont pas vraiment ensemble. C'est une forme de flirt plus, je dirais, dans laquelle il n'y a pas réellement de sentiments. Qu'est-ce qui provoque selon vous une situationship ? C'est un espèce de test en fait pour voir comment c'est. Certainement la peur du jugement, du rejet, le fait d'avoir envie de rester avec une personne jusqu'à la fin de sa vie et de se sentir une sorte de trahison. De ne pas avoir envie, on va dire, se créer des responsabilités. Je pense que c'est soit parce que t'as eu un passé qui fait que forcément t'as peur de t'engager, ou pour moi c'est juste des personnes qui sont pas encore prêtes à se mettre en couple. Pourquoi pensez-vous que les gens hésitent souvent à exprimer leurs sentiments dans une situationship ? Parce qu'ils ont vécu des moments en fait en tant qu'amis et ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Ouais, en fait on a peur de se faire recaler par l'autre, avoir peur de faire confiance à une personne. Je trouve que la génération d'aujourd'hui, ils ont du mal à mettre de côté leur ego. Et souvent quand t'as trop ton ego et tu penses plus à toi qu'à la personne et même à faire des efforts, forcément les gens ont du mal à exprimer leurs sentiments. Quelle est la chose la plus bizarre que vous avez faite pour attirer l'attention de quelqu'un sans lui dire directement que vous l'aimez ? L'insulter. On va dire que c'est mon love language quoi. Enfin, qui aime bien châtie bien quoi. Soit je les suis, soit je peux crier dans la rue. Soit, je sais pas, je peux leur mettre un truc dans leur boîte aux lettres. Ah ouais, je le suis dans la rue. À quel moment vous pensez qu'il est approprié de clarifier les choses et de définir une relation ? Quand on pense que la personne, elle ressent un peu la même chose et qu'on a envie de lui exprimer, et si on se prend un râteau, on se prend un râteau. Quand les sentiments ne vont que d'un sens. Pour moi, du moment où tu commences à voir la personne a une fréquence quand même assez élevée et que t'as besoin de plus, toi t'as besoin de plus, c'est là où il faut se dire ok, là c'est le moment quoi. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'une situationship par rapport à une relation amoureuse traditionnelle ? On s'engage pas vraiment, donc si on veut arrêter à tout moment, on peut s'arrêter. T'as pas à t'en faire, si tu vas voir ailleurs, c'est pas ton problème. Et les inconvénients, il va voir ailleurs, tu l'as pas que pour toi genre. Je pense que c'est vraiment le plus gros inconvénient, c'est qu'il y ait des frustrations quoi. Qu'on n'ait pas forcément une grande confiance envers elle. D'être plus libre et de devoir te compter à personne au final. On est hyper content de vous accueillir dans cet épisode featuring. 2 podcasts pour les étudiants se retrouvent pour vous proposer une fusion de qualité. Enfin, on espère que ce sera de qualité. Avant de rebondir sur le micro-trottoir qui vous a introduit à la thématique de l'épisode, on va se présenter autour de la table, puisqu'on est 4 autour de cette table. Donc moi je commence, je suis Sophie, je suis équipière auprès des étudiants à Agapé Campus Lyon. J'habite à Lyon donc, et je suis animatrice de nos 2 centimes de vie 2020. Moi c'est Raphaël, donc je suis aussi animatrice de nos 2 centimes depuis 2022. Je viens de Lyon et je suis enseignante, mais j'ai rencontré Sophie par le biais d'Agapé quand j'étais étudiante. Salut tout le monde, moi c'est Colline, je suis stagiaire dans une unité de recherche à Paris et je vis en région parisienne du coup. Et je suis animatrice aussi sur le podcast Le Comptoir depuis 2022. Bonjour, moi c'est Stanislas, je suis alternant à la SNCF, donc j'habite à Lyon depuis avril, mais je viens de Toulouse où je faisais et je finis un master en droit des affaires. Excellent, c'est trop bien d'être là. Donc on plonge dans le sujet et en réaction à ce que nous avons entendu avec Thierry, l'étudiant qui a préparé le micro-trottoir,
on va être sûr de tous bien parler de la même chose quand on parle de situationship. Donc, on va parler définition en intro comme une bonne disserte de philo. La première question est donc, comment est-ce qu'on définit une situationship? Première question, dans cette partie, c'est quoi la traduction française de ce mot anglais situationship? Quelles sont vos propositions? Moi, j'ai trouvé couple. C'est pas mal, c'est couple. J'ai aussi vu contrat sérieux léger ou relation occasionnelle, mais où on en parlera plus tard. Pour l'instant, profitons. Ça, c'est plutôt une relation occasionnelle. Je trouve que ça fait plus couple libre. Ouais. Donc j'éliminerais ça de la situationship, je pense. Parce qu'on peut être en situationship et se voir vraiment quasi tous les jours. Et en exclusivité. Ouais. Et sans Aussi. sexualité. Moi, j'avais trouvé, pour compléter ta liste, j'avais trouvé ami avec bénéfice comme synonyme. Mais il y avait quand même une différence qui a été notée. Dans le situationship, il y a une relation platonique qui introduit ensuite une relation émotionnelle. Alors que dans ami avec bénéfice, il y a une relation platonique qui introduit ensuite une relation sexuelle. Mais j'aimais beaucoup ce terme ami avec bénéfice. Alors. Oui, mais du coup, c'est quoi la différence avec les sex friends? En situationship, c'est ami avec bénéfice. C'est la même chose, mais en français, quoi. C'est ça. Ah oui, pour moi, en fait, ce serait plutôt la traduction de sex friend. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que du coup. Mais dans une situationship, il n'y a pas obligé d'avoir une vie sexuelle dans la relation. Je suis là pour dire tout ce qu'on écarte. Mais du coup, ami avec bénéfice, c'est pas tout à fait ça. Non. Ouais. Parce que dans le situationship, il y a une dimension émotionnelle. Je pense qu'il y a une dimension émotionnelle que dans ami avec bénéfice, normalement, enfin, l'intérêt, c'est oui, mais tu dis, il n'y a pas d'émotionnel, c'est juste physique, alors que dans situationship, ça brouille encore plus, parce que ça peut être sexuel, mais ça peut juste être émotionnel. Mais c'est ce que disent d'ailleurs les gens, même en majorité, dans le trottoir. Et les gens disent beaucoup aussi le flirt. Et ouais, je sais pas si tu l'as dit aussi, mais moi je l'ai trouvé dans beaucoup d'articles, la traduction de situationship comme en flirt en fait. Qui est un autre mot anglais. Et ah oui, c'est vrai. On traduit un mot anglais. Mais par contre, ce que... Je suis en drague avec ma Par contre, ce que j'avais vu et qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait un peu les deux possibilités. Soit le situationship remplace la relation de couple, soit le situationship arrive avant la relation de couple. Et je trouvais que en fait cette dimension-là, elle est quand même, enfin, elle diffère énormément selon l'une ou, enfin, elle est très différente si c'est l'une ou si c'est l'autre. Ouais, quoi. c'est clair. Peut-être qu'on le développera plus tard. Moi, j'en ai vu qui se définissaient en situationship parce qu'ils se disaient que c'est un peu la période d'essai avant le couple. Ils ont dit ça, Et c'était rigolo parce qu'on peut aussi avoir une conception que le couple peut être une période d'essai avant le mariage, donc ce serait un peu la période d'essai de la période d'essai finalement. Ce serait marrant. Ouais, mais du coup, c'est une période d'essai sans responsabilité, c'est-à-dire que derrière, t'engages rien. Aucune conséquence, alors que dans le couple, t'en as. Après, moi, la question qui se pose sur les responsabilités des situationships, quand tu fais la période d'essai, c'est du coup émotionnellement comment tu es. Et puis, je trouve que ce qui est hyper compliqué aussi, c'est que dans la relation, dans le situationship, du coup, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas de verbalisation de la situation. Et du coup, l'engagement, il n'arrive pas toujours que avec la verbalisation des choses. Des fois, il y a un engagement même avant ça. Et je trouve que, j'ai du mal à comprendre que ne pas clarifier la chose enlève l'engagement. Mais oui, tu sais, c'est comme en amitié où on a des engagements envers nos amis, mais on se les verbalise pas forcément, mais pourtant on sait qu'on va être là pour la personne si elle a des difficultés ou pas. Et en fait, là, c'est quelque part pareil. Du coup, je te rejoins sur le questionnement de... Est-ce qu'il y a quand même pas un engagement, quoi? Oui, mais moi, je pensais que les situationships, c'était différent de l'ambiguïté avant le couple, parce qu'une situationship, on en a parlé, on a dit, on n'est pas un couple. Mais on continue, on a oralisé le fait qu'il n'y a pas... Oui, on agit comme un couple, mais on a discuté du fait... Non, mais c'est pas ambigu, on est au clair sur le fait que c'est pas un couple, on est juste amis proches, et puis voilà, et que c'est ça qui rend les choses confuses. Ça rend les choses confuses, parce que on se comporte comme un couple, mais en fait, on a dit qu'on n'était pas un couple. Et c'est différent pour moi de l'ambiguïté, parce que du coup, tu développes une intimité qui appartient au couple et à l'engagement du couple, comme tu disais, Colline. Mais à côté, tu as dit non, c'est pas ça qui nous lie. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que ces gens-là se comportent comme un couple, de manière extérieure et même intérieure, mais qu'en fait, ça l'est pas non plus. Je pense en extérieur, c'est ce qu'ils disent d'eux, parce que forcément tu remarques qu'ils sont un peu proches parce que tu vas entendre qu'ils sont toujours fourrés ensemble ou qu'ils font des activités ensemble, je sais pas. Et du coup, quand tu leur demandes « Ah, mais vous étiez encore ensemble ce week-end ?» et après tu leur dis la personne peut te dire
oui, mais c'est pas mon copain, c'est... Oui, mais parce que du coup, ça veut dire qu'ils en ont parlé avant, parce que extérieurement, on leur a souligné peut-être que c'était un peu ambigu entre eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, extérieurement, il y a quelqu'un qui ose un peu faire ce pas de dire c'est quand même... Peut-être parfois d'ailleurs au début sur le ton de... pour charrier, voilà, pour limite se moquer, enfin, ironiquement, quoi, mais pour dire sachant que des fois, ça conduit à des « Ah non, c'est juste mon pote ». Oui, mais du coup, c'est là qu'est la difficulté, je trouve. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas une liste exhaustive de ce qui peut se faire en couple et de ce qui est réservé que au couple. Et du coup, il y a quand même, on est d'accord, énormément de subjectivité. Et donc, pour moi, la situationship, c'est une opposition entre ce qui, pour nous, est censé être des signes en couple et ce qu'on dit, et non pas l'extérieur. Enfin, pour moi, l'extérieur ne rentre pas en compte, du coup. C'est clair, mais moi, je suis pas trop d'accord, parce que je pense que s'il y a 2-3 personnes qui commencent à te dire « Ah, mais là, votre relation, elle est chelou », ça, c'est objectif. Enfin, avec les signaux intérieurs de 3 personnes différentes, tu commences à dire bah peut-être qu'en effet c'est un peu ambigu ou que la relation elle mériterait d'être assainie, mais parce que des fois tu refuses de voir ou tu te complais dans un truc qui est pas très bon pour toi parce que ça te fait du bien en fait de passer du temps tout le temps avec quelqu'un, de pas avoir les bénéfices de l'engagement pour une période, c'est peut-être positif, agréable et fructueux, mais au bout d'un moment en fait on n'est pas censé vivre de l'intimité profonde sans engagement. Là du coup on touche un peu sur la limite entre le couple et l'amitié, tu vois. La différence entre la friendzone et la situationship, parce que t'as des gens qui restent dans des situationships, donc dans la zone de l'ambiguïté, qui ont eu la conversation, qui disent non on est juste amis, mais qui attendent d'autres choses quand même. Si on dit qu'une situationship il y a eu une conversation, la personne t'a dit que c'était que de l'amitié. Ouais. Toi, t'as dit oui, c'est que de l'amitié. Mais toi, t'espères quand même autre chose. Donc, tu t'es fait friendzoner, mais tu maintiens le niveau d'intimité ou de proximité ou de complicité de la relation. Alors qu'en fait, la personne, elle t'a dit que ça n'irait pas sur autre chose. Souvent, quand tu te fais friendzoner ou quoi, tu maintiens cette relation parce que quelque part, si t'as eu des sentiments, c'est qu'elle te fait du bien. Donc, tu as envie de la maintenir et c'est là que du coup, je trouve que la friendzone et la situationship, en fait, ça touche à des choses où on a l'impression que c'est clair, sauf qu'en fait, tout ce qui touche aux sentiments, la personne peut choisir de ne pas être claire, en fait. Et du coup... Et pour rebondir sur ça, quand tu t'es fait friendzoner, des fois, t'as pas envie de montrer à l'autre que ça t'a fait du mal. Donc, t'es prêt à maintenir une relation avec un peu trop d'intimité qui pourrait te faire du mal. Juste parce que tu veux pas montrer qu'en fait c'est pas... Oui, mais est-ce que tu penses que la personne qui friendzone veut aussi maintenir une relation au même niveau ? Oui, peut-être, parce qu'elle se dit si l'autre me dit que ça va, ça va. On est responsable. Et c'est pour moi l'enjeu de la situationship, c'est l'enjeu de la vérité. On en parlera plus tard de comment on sort d'une situationship, si on doit sortir d'une situationship. Okay. Mais pour moi, il y a un enjeu très fort sur dire la vérité, savoir la vérité sur nous-mêmes et la dire. En fait, on peut pas non plus, moi je suis d'accord, qu'on peut pas non plus présumer que les gens ils mentent. C'est ça, si t'es célibataire, que t'es proche avec quelqu'un et que la personne c'est ambigu ou il y a quelqu'un qui a dit c'est ambigu, tu discutes et elle te dit non, il y a rien, il faut croire qu'il y a rien. Enfin, oui, bien sûr. Ils en ont un peu parlé dans le micro-trottoir, mais on va parler de qu'est-ce qui nous amène individuellement à être ou à rester dans une situationship. Parce qu'ils ont dit dans le micro-trottoir sortir de la pression d'être ensemble pour la vie. Et c'est une phase de test avant le couple. Mais est-ce qu'on a d'autres choses peut-être un peu plus psychologiques ou analytiques sur qu'est-ce qui peut se passer en nous ? Moi, j'avais trouvé j'avais trouvé 2 avantages à la situationship dans des articles. La première, c'est celle-ci, de pas construire un couple trop vite dans la précipitation. La deuxième, c'était s'adapter à la relation. Dans un des articles que je disais aussi, il disait que la génération Z regarde les situationships d'un côté pragmatique, en mode ça va répondre à mes besoins, sans l'engagement. Et je trouve ça ouf, parce qu'en fait, pour moi, c'est complètement contradictoire, la situationship. Bon, c'est moi qui parle et moi, j'ai un besoin de sécurité hyper fort, donc je peux pas imaginer qu'une situationship, ça comblerait mes besoins, au contraire. Mais j'ai l'impression que le besoin de sécurité, c'est quelque chose de fondamental dans une relation pour développer l'intimité, la vulnérabilité, et que le situationship, pour moi, c'est pas du tout un lieu sécurisant. Mais t'es pas la seule à le dire, il y en a une qui le dit. Bon, c'est pas pour cette question, mais quand tu te dis l'avantage d'une situationship, c'est que tu peux aller voir ailleurs. Ouais. Mais en même temps, le désavantage, c'est que l'autre va voir ailleurs. Donc c'est que c'est pas du tout sécurisant, effectivement. effectivement. Que pour toi.
Oui, et du coup, effectivement... Et moi, je pense, du coup, ça relève vraiment de... En fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est nos besoins ? Parce que je crois que dans cet article-là que tu citais, il cite la sexualité, la complicité et un troisième truc dont je me souviens plus. Mais est-ce que vraiment c'est ça nos besoins primaires ? Est-ce qu'avant, il n'y a pas d'autres besoins qui sont plus permis par un autre type de relation ? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas la séduction dans les besoins primaires ? C'est possible, ouais, je me souviens plus. Je me dis, dans une situationship telle que je me la représente, dans ce qu'on dit, il y a aussi ce côté-là de... on aime toujours savoir qu'on plaît à quelqu'un, savoir qu'on est proche de quelqu'un, qu'on a besoin de cette personne, que cette personne a besoin de nous. C'est vrai que la situationship, elle permet ça aussi, quelque part. Ouais. Mais elle permet pas de te montrer vraiment tel que t'es, tel que tu es. Elle te permet pas de te montrer tel que tu es. Et pour moi, c'est ça l'enjeu des relations hyper proches comme le couple. C'est de pouvoir voir quelqu'un comme il est et de te montrer comme tu es et de pouvoir apprécier d'être aimé comme on est. Moi, je pense que quelque chose qui nous amène à rester ou à rentrer dans une situationship, c'est la peur de dire, de regarder, on parlait de vérité ou de réalité, d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui se passe et d'assumer que c'est complexe, les relations humaines, et que du coup, il y a des sentiments qui sont complexes, il y a des choses qui sont complexes, et chez l'autre aussi, et chez nous aussi, et que j'ai l'impression que les séries télé, Instagram, tout ça, nous poussent à être dans des trucs hyper simplistes. Genre, l'amitié, c'est ça, le couple, c'est ça, et puis tu dois savoir, et puis avec les posts où t'as 3 ou 4 phrases de une phrase pour parler des relations alors que c'est hyper complexe, et que du coup, on est un peu dans une simplification, et que la situationship où on assume le flou, c'est peut-être une réponse d'une génération qui dit, mais on m'a pas dit que c'était compliqué et en même temps simple, et qu'on est complètement paumé, donc on se dit, on va assumer le flou. Et je me dis, regarder en nous et puis être d'accord d'aller demander à l'autre aussi et de cheminer ensemble sur ce qui se passe vraiment, c'est difficile et c'est complexe. Ouais, autre chose aussi qui m'interpelle, c'est la notion de l'engagement. Parce que du coup, je suis en train de réfléchir, j'essaie de mettre en parallèle une relation de couple et une relation de situationship, et je me demande concrètement, c'est quoi l'engagement que tu prends en plus dans le couple. Et alors, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Il y a celle de devoir prendre soin de l'autre quelque part. Et en même temps, je me dis que dans une situationship, ça ne t'empêche pas de prendre soin de l'autre. Ouais. Et la deuxième, c'est la liberté de partir quand tu veux de cette relation sans que ce soit difficile. Et moi, c'est une vraie question que je pose. Est-ce que vraiment une situationship, quand on est dedans, c'est si simple de pouvoir partir du jour au lendemain ? Moi, ce que je me dis, c'est que... Alors, un peu dans le même sens que ce que tu dis, c'est que comme il n'y a pas d'engagement public, aux yeux de tes potes, aux yeux de ta famille, t'es pas engagé, et ben si l'autre part, c'est un peu moins la honte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et du coup, on se place plus, nous, dans est-ce que je peux partir ou pas, mais dans l'autre, ça va faire mal s'il part. Par contre, ça va être un peu moins la honte, quoi. Et je me demande si ça intervient pas aussi dans... Oui, et l'autre, faut moins actualiser auprès de tout le monde en disant en fait je suis plus avec, pourquoi, exactement. C'est ça. Tu supprimes juste les photos sur Insta. Voilà. Tu bloques sur Insta, tu bloques sur Tinder, tu bloques sur voilà. Tu peux bloquer sur Tinder. Tu peux bloquer sur Tinder. Tu peux bloquer sur partout, hein. mais tu... Heureusement d'ailleurs. Si t'es sur Tinder, c'est que ta situationship, t'allais bien voir ailleurs quand même. C'est vraiment une situationship. Voilà. Ami avec bénéfice plutôt. Ouais. Mais ça existe. Oui, non, et je pense aussi que l'autre, il a aucun compte à te demander. Si t'es en situationship, tu peux te barrer. T'as rien à justifier. Ouais. T'as rien à justifier. Puisque t'as rien posé. C'est ce que tu disais, Raphaël. Mais est-ce que donc ça, c'est dans ce qu'on idéalise de la situationship. Mais en la vivant vraiment, est-ce que c'est si simple d'en sortir ? Si tu veux aller confronter l'autre, et en fait, tu sais que l'autre, il va te dire, mais on n'était pas en couple. Ouais. Enfin, donc ça te limite vachement dans la discussion en interne. Oui, ça, en fait, tu vois, genre, c'est pour ça que je dis, extérieurement, je comprends, sur le papier, ok, mais dans les faits, tu crées... En fait, et c'est là qu'on rentre dans la complexité des relations humaines. Tu crées un lien particulier avec la personne qui fait que, même si t'as envie de partir, je pense que c'est pas si simple. Tu vois, genre là, je lisais un livre en ce moment, et la période adolescente du personnage me fait beaucoup réfléchir, j'en parle beaucoup en ce moment. Et il y a un moment donné, la gamine, elle a 15 ans, elle tombe amoureuse d'un gars et sa mère lui dit ok, fais ta vie avec lui, mais tu vas voir, dans quelques mois, c'est terminé. Et en fait,
6 mois plus tard, effectivement, c'est terminé parce qu'elle en parle, elle parle déjà de quelqu'un d'autre. Et pour autant, elle arrive pas à quitter le gars, tu vois. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si la fille, elle te dit non, mais c'est pas si compliqué, tu vas voir, et ben elle a quand même des difficultés à quitter l'autre. Ouais, mais moi, je suis persuadée que d'un point de vue émotionnel, c'est, je sais pas si on peut dire la même chose que une rupture vraiment d'un couple. Mais je pense que c'est vraiment similaire. Ouais. Et pour moi, la différence, c'est juste, comme tu dis, sur le papier. C'est juste plus facile, enfin non pas politiquement, mais sociétalement. Ouais. C'est juste plus facile sociétalement. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est plus long en général de se remettre d'une relation, pas tout le temps, mais c'est plus long de se remettre d'une relation qui a été très courte que d'une relation qui a été longue, parce que dans une relation très courte, tu as été beaucoup plus dans l'idéalisation parce que tu n'as pas vu les pires défauts de la personne. Et sur une situationship, je pense que c'est un peu le même enjeu, vu que tu n'as pas eu les pires côtés du couple. Non, mais alors, par contre, je suis en train de penser, et là, on rentre sur un terrain qu'on gardera peut-être pas dans l'épisode. Mais la situationship, dans certains cas, est-ce que c'est pas aussi permettre une relation toxique ? Je vais dire que c'est souvent des gars, mais ça peut être aussi une fille, c'est pas du tout ça, c'est juste... Pour moi, c'est plus facile d'en parler comme ça. Un gars qui veut garder un peu la fille sous son aile, et souvent, la fille qui veut absolument avoir une relation avec ce gars-là, et le gars qui est juste là à dire, en fait, elle m'apporte les avantages que je veux d'elle, mais en même temps, je veux pas être en couple avec elle. Du coup, on va rentrer dans ce qui ressemble à une situationship. Et du coup, un peu, ça devient une relation malsaine où... Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de transparence dans les... Il n'y a pas de vérité, même le gars, tu vois, il peut pas être en vérité avec lui-même. Ou alors il est complètement en vérité avec lui-même. Et la fille, elle n'est pas en vérité avec lui. Mais l'inverse, c'est vrai. Tout dépend, parce que tu vois, genre, en fait, si on revient sur la définition de la situationship comme le test pour voir comment c'est après, dans ces cas-là, si c'est transparent, la fille, elle est juste là à dire, c'est pour voir si plus tard je peux être en couple avec lui, tu vois. Mais je m'étais dit qu'en fait, finalement, dans la situationship, ça peut être un outil aussi utilisé pour maintenir les gens près de soi. Ouais, non, je suis d'accord. Dans des relations très toxiques, quoi. Ouais. Sans que la personne s'en rende compte. Sous son contrôle, presque, en fait. Hein. Ouais. Mais aussi, là, pour moi, la personne qui serait intéressée pour quelque chose d'autre, c'est sa responsabilité de dire, en fait, je veux bien ce niveau d'intimité avec telle personne-là, mais je le veux que dans le cadre du couple. Si la personne n'est pas prête à me le donner, alors je m'extrais. Mais ça sera la partie finale de l'épisode. On prend d'avance. Alerte spoiler. Colline, est-ce que tu veux nous faire un petit retour d'éléments conjoncturels, de pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus ? Ouais, carrément. Mais d'abord, une petite question. Est-ce que vous savez juste depuis combien de temps ce mot il est utilisé dans notre vocabulaire français ? Français ? Regarde pas les réponses. Français ? Il y a des réponses ? Ouais, en français, depuis quand on l'utilise en fait ? 2021. 2021 ? Je sais pas. Récemment en tout cas, il y a moi j'aurais dit 4-5 ans. Ouais, j'aurais même dit 2020. Ouais, 2021-2022. Ouais. Et ben en réalité, le terme il a émergé au cours des années 2010, donc c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Et il a un peu émergé en même temps que les applications de rencontres, mais par contre, il s'est rendu vraiment populaire, et là vous avez raison, plutôt depuis les années 2020. Beaucoup d'articles définissent la situationship comme une nouvelle relation amoureuse, une relation, comme on l'a dit, sans prise de tête. Il y en a qui disent le flou total, il y en a qui disent une zone grise amoureuse, un entre-deux relationnel, une absence de définition ou alors une redéfinition de la relation. Et même si le terme il est plutôt récent, cette situation, selon ChatGPT, elle existe déjà depuis longtemps. Oh la source. C'est moi de citer la source. Et j'ai trouvé des équivalents d'appellations. Enfin, j'ai trouvé du coup ChatGPT a trouvé des appellations équivalentes qui la désignent. On en a déjà aussi un peu parlé. Relation sans engagement, relation occasionnelle. On en a un peu éjecté, c'est vrai, depuis. Flirt, ami avec bénéfice, je le redis parce que j'aime beaucoup ce terme. Relation informelle, voir quelqu'un ou ambiguïté relationnelle. Voir quelqu'un. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que l'arrivée du mot et sa popularité grandissante, elle a poussé les gens à se questionner sur s'ils sont dans cette situation, à en discuter et à le verbaliser. Et en plus de ça, cette situation, elle augmente quand même beaucoup ces dernières années, et elle explose même, selon certains articles, chez les moins de 30 ans. Et il y a plusieurs raisons qui sont citées. D'abord, il y a une adaptation des couples, des relations à la société qui est de plus en plus inconstante, que ce soit le climat qui est inconstant, le travail qui est inconstant, le genre qui est inconstant, et du coup, on adapte nos relations
à ça. Il y a des relations plus libres qui sont recherchées avec moins de cadres, qui peut être synonyme de barrière ou de frein pour beaucoup. Pour beaucoup aussi, ça peut être un acte féministe avec une tentative de se définir autrement que par le couple et de rechercher une liberté amoureuse ou sexuelle pour les hommes ou pour les femmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la popularité des applications de rencontres aussi qui a grandi ces dernières années et qui fait que les rencontres sont plus fréquentes et moins engagées parfois, enfin souvent. Et ça a même augmenté pendant la Covid-19. Un focus sur l'indépendance et sur la carrière qui fait passer les relations plutôt au second plan. Et j'ai dit, ces relations, elles explosent chez les moins de 30 ans, mais ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, Sophie a trouvé des stats qui nous permettent de chiffrer un peu ça, même si c'est pas exactement... Enfin, ouais, bon, bref. Oui, les études, elles sont un peu éclatées, mais... Elles sont, ouais, et puis c'est pas exactement combien... En fait, la difficulté avec la situationship, c'est que comme c'est une relation informelle, c'est hyper difficile de le quantifier. Mais il y a quand même une étude américaine qui a questionné beaucoup de gens, et parmi ces gens, 30,34% pensent que la nouvelle génération préfère la situationship aux relations engagées. Donc 30,34%, et 40% estiment qu'il faut que la relation ait un statut relationnel officiel. L'étude a été réalisée chez les 15 à 99 ans. Et pour peut-être encore plus comprendre ce que c'est la situationship, j'ai trouvé 2 exemples. Enfin, encore une fois, ChatGPT a trouvé 2 exemples de situationship dans la culture pop. Par exemple, Ross Geller et Rachel Green dans la série Friends, qui enchaînent les relations... intermittentes et très ambiguës entre eux, ouais. Où ils sont pas complètement en couple, pas complètement séparés, mais il y a toujours un point entre deux. C'est Ross qui dit ça. Pour moi, ça veut dire qu'ils étaient un couple, une situationship. C'est Ross et Rachel. Et un autre exemple que j'ai pas vu ce film de 2008, Two Lovers, où Léonard, qui est joué par Joaquin Phoenix, hésite entre 2 femmes. Je crois comprendre que c'est dans tout le film qu'il hésite entre les 2 femmes. Et donc, il entretient une relation floue avec les 2 sans jamais s'engager. Voilà. Donc, 2008 déjà. Bah oui, en fait, le flou relationnel, il existe depuis longtemps. Il existe depuis qu'il y a des gens qui sont en relation. Tout à fait. C'est juste que maintenant, c'est assumé. Et c'est presque recherché. Et presque recherché, ouais. Mais alors, moi, ce qui m'interpelle énormément, c'est ce côté-là de pas vouloir... je sais plus comment tu l'as dit, c'est la manière dont ce que tu as formulé qui m'avait interpellée, de dire en fait, on veut pas construire un couple trop rapidement parce que ça fait mal, parce que sociétalement, après il faudra assumer si ça marche pas, parce que. Mais en fait, la question que je me pose avec ça, c'est à quel moment on prend soin de notre dedans émotionnel. Je suis d'accord. Et moi, je trouve que ça rejoint un peu la question de. Enfin, du coup, ça veut dire reconnaître que notre dedans émotionnel, c'est une priorité et un besoin. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, quand tu disais que dans un article que tu avais lu, la nouvelle génération, j'aime pas ce mot-là, la génération Z, elle avait une approche pragmatique en recherchant une relation qui comble ses besoins. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que prendre soin de son état émotionnel est une priorité, pas toujours reconnue. Et que des fois, c'est camouflé. Si la génération Z se tourne vers les situationships pour combler leurs besoins, mais qu'en fait, ils n'ont pas compris c'est quoi vraiment leurs besoins. Enfin, c'est très condescendant de dire ça, mais... Parce que on est complexe dans nos dedans, on est complexe dans nos besoins, en fait les situationships, ça va faire des dégâts de ouf. Parce que moi les situationships et le polyamour, ça me pose énormément de questions mais ça va faire des dégâts dans ton attachement et tu vas te prendre des blessures dans la tête parce que tu penses que c'est ça qui va combler tes besoins et c'est ça qui va te faire du bien, alors qu'en fait ça va créer des blessures à l'intérieur de toi, quoi. Sans dire que le couple, et je suis pas en train de dire que le couple c'est la seule manière de prendre soin de soi. Le célibat c'est super aussi, mais la clarté et la non-ambiguïté dans nos relations, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de sécurité. On a besoin de prendre des décisions. En fait, je trouve que dans ce que tu dis, polyamour, avec le film de Joaquin Phoenix, en fait, il y a vraiment ce côté-là de je veux pas prendre la décision d'assumer que peut-être ça se terminera entre nous, auprès de mes parents, auprès de nos amis, alors que,
oui, il y a ce côté-là, vraiment, c'est une fuite de prendre des décisions de nos responsabilités. Et en fait, moi, là où je pensais que émotionnellement, il faut prendre soin de soi aussi, c'est que situationship ou couple, à un moment donné, si ça se termine, émotionnellement, ça va te faire mal, je pense. Enfin, dans ce que je vois, moi, ça fait mal, tu vois. Même une relation amicale toute simple fait aussi mal quand ça se termine. Ouais. Donc pourquoi ça ferait plus mal une situationship qui se termine? Est-ce que ça fait plus mal? Est-ce que une situationship qui se termine, ça fait mal parce que il y a le regret du flou, il y a le regret de pas avoir vécu le truc, et il y a le fait que en fait on n'a pas pris nos responsabilités, nous en tant qu'humains, parce que tu parlais, Raphaël, de prendre ses responsabilités par rapport à la société, mais juste par rapport à toi-même. En fait, à un moment, il faut l'assumer que la personne, tu la trouves cool, que tu as envie de cheminer avec elle. La complicité, ouais. Il y a quoi? Disons les termes. Tu le fais chaud, quoi. Il faut l'assumer. Et du coup, pour moi, dans la situationship, je peux imaginer que, en fait, ça peut durer plus longtemps pour t'en mettre qu'un couple, parce que tu restes avec des SI beaucoup plus que dans un couple où t'as pas, enfin, tu peux penser à des SI, bien sûr, mais tu dis, en fait, j'ai vécu avec cette personne ce qu'on pouvait vivre, et si ça se termine, c'est parce que c'était pas possible. Alors que la situationship, tu peux rester avec des SI. Pourquoi? Ce qui est un peu les mêmes questions que dans le couple, mais vu que t'as pas vécu le truc à fond, je pense qu'il te reste plus de questions. Je pense même tu peux même te faire plus mal, tu vois, genre quand cet exemple me parle énormément. Quand dans le MT, elle te dit, donc le micro-trottoir, la fille dit, les avantages, c'est que tu peux aller voir qui tu veux quand tu veux, mais le désavantage, c'est que du coup, l'autre peut aller voir qui il veut quand il veut. Ça fait mal, ça aussi. Ouais. Si ça te dérange, c'est que ça te fait mal. Et donc même pendant que tu vis ta situationship, t'es pas forcément bien. Alors je dis pas que si tu officialises ça comme un couple, t'es forcément toujours bien. Dans une amitié, t'es pas toujours bien non plus. Hein. Mais quelque part, ce qui se passe dans une situationship, c'est que à la base, tu sais que tu cautionnes. Et c'est ça qui te fait encore plus mal, c'est que comme tu sais que tu t'es dit, je cautionne ça, je ne dis rien et je garde ma souffrance pour moi. Ou je la nie complètement. Je suis dans le déni, ouais. Enfin, ça, c'est l'exemple du micro-trottoir de ce qu'elle a dit. Ouais. Ça veut pas dire que toutes les situationships sont comme ça, et peut-être que du coup, c'est un exemple qui ne marche pas. On se rend compte, on a fait un petit aparté qui va être édité par Laurie. On se rend compte qu'on est très contre et radical un peu dans le fait qu'on pense que les situationships, c'est pas une forme relationnelle bénéfique pour les humains. Mais c'est aussi parce que ça fait appel à notre vie personnelle, à nos histoires, aux histoires des gens dans nos vies qu'on a entendues, et que on n'a pas vu des très bons schémas de situationship. Mais on se disait aussi que c'était cool de dire nos âges, qu'en fait on a entre 20 et 30 ans, et que... 24 et 30 ans. 24, ouais. Bientôt 25. Hein? Non, pas moi. Reste tranquille. Et on se dit aussi que, de par nos âges, on a entre 24 et 30 ans, on a le droit de tracher notre propre génération, et on a le droit de critiquer, et j'espère qu'on a entendu qu'on sait que c'est pas facile. Oui. Je crois qu'on a dit plein de fois que les relations, c'est compliqué, donc on peut pas être culpabilisant, accusateur, condamnateur, mais on veut se mettre du côté des gens qui souffrent des situationships, et dire, c'est normal que ça produise de la souffrance. On laisse maintenant la parole à Johan, qui est secrétaire général des GBU. Il va nous introduire une réflexion sur la Bible et sur ce que Dieu a à dire sur le sujet des situationships. Place donc à la chronique biblique. Et nous, on se retrouve juste après pour continuer d'en discuter. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous connaissez tous cette expression quelque peu désuète. Ça veut dire vouloir tirer tous les avantages d'une situation en évitant toute frustration. Vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est bien le but inavoué du situationship. Cette manière d'être en couple sans dire qu'on l'est vraiment, en restant volontairement dans une zone grise. Le situationship est au couple, ce que le forfait sans engagement est au mobile. On profite de tous les services, mais le mois d'après, tout peut s'arrêter facilement. C'est une ambiguïté relationnelle librement consentie. On n'est plus qu'amis, on est plus que sex friends, mais on ne définit pas vraiment ce qu'on est.
On se contente de profiter sans se soucier du lendemain. L'évolution des états du couple au travers de l'histoire est édifiante. Jusqu'aux années 60, la norme était le mariage, qui était un engagement clair, total, socialement reconnu et donc socialement contrôlé. Mais avant le mariage, il y avait une période d'essai appelée fiançailles, pendant laquelle on apprenait à se connaître, on se mettait d'accord sur le futur, tout en restant chaste, et si tout se passait bien, on se mariait. Et il faut peut-être rappeler que le mariage était au départ une protection légale, notamment pour les femmes, pour ne pas être répudiées facilement. Puis, à partir des années 60, le concubinage est devenu une tendance lourde. On est en couple, mais avec seulement un engagement moral et social, mais plus du tout légal. En cas de rupture, il n'y a pas la lourdeur administrative d'un divorce. N'empêche que on finit quand même par acheter une maison, on finit par avoir des enfants, ce qui s'apparente quand même fortement à un engagement officiel. On est un peu dans la situation d'un chat qui refuse de rester dans le salon si la porte ne reste pas entrouverte. Il passe ses journées sur le canapé, mais ça le sécurise de savoir qu'il peut toujours sortir dehors. Avant de vivre en concubinage, avant d'emménager ensemble, il y a aussi une période d'essai. On couche ensemble, on passe du temps ensemble, et si tout se déroule bien, on vit ensemble. Avec le situationship, on passe à un palier supplémentaire dans la peur de l'engagement. Car on est finalement dans la période d'essai, de la période d'essai, qui pourrait éventuellement aboutir à un concubinage qui lui-même ne présente toujours pas les garanties du mariage. C'est vraiment dingue de préférer la précarité à la sécurité. C'est un peu comme dire, franchement, les CDI, c'est vraiment beaucoup trop contraignant. Certes, le CDD, c'est mieux, mais pas encore assez flexible. Et si on créait des contrats qui pourraient être rompus sans préavis chaque semaine ? Imaginez un gouvernement qui proposerait ce genre de situationship social. Le lendemain, vous auriez une grève générale dans tout le pays. Pourtant, ce que personne n'accepterait en matière sociale, on l'accepte sur le terrain sentimental. Pourquoi ? Parce que l'ambiguïté est moins anxiogène qu'un engagement clair. En cas de succès, on profite, et en cas d'échec, on souffre moins. Du moins, croit-on. Je voudrais maintenant poser une question toute bête, limite naïve. Où est l'amour là-dedans ? Une relation sentimentale fondée sur l'investissement limité, sur la peur de perdre, sur la peur de souffrir et sur la volonté de préserver ses intérêts, ressemble-t-elle encore à de l'amour ? Pas sûr. Lisons un passage biblique dans lequel Jésus laisse son testament spirituel à ses disciples avant d'être arrêté et crucifié. Jésus y parle du commandement le plus important à respecter pour un disciple, et cela nous donnera en même temps une définition de l'amour. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 15 à partir du verset 1. Voici ce que dit Jésus à ses disciples. « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent.
Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jusqu'ici, notre lecture de l'évangile de Jean au chapitre 15. Selon Jésus, pour être sauvé, il faut porter du fruit. Et il utilise la métaphore de la vigne pour nous dire comment faire. Porter du fruit, c'est rester attaché à lui et à ses commandements. En quoi consiste porter du fruit ? C'est imiter Jésus en aimant ses frères et sœurs dans la foi. En quoi consiste cet amour ? C'est être prêt à donner sa vie pour eux. Et Jésus va donner l'exemple parfait du vrai amour à ses disciples. Quelques heures plus tard, il va se laisser crucifier pour obéir à la mission de sauvetage que Dieu, son Père, lui a confiée. Cette mission consiste à s'offrir comme sacrifice, à prendre le châtiment du péché à la place de tous ceux qui mettront leur foi en lui. L'amour dont fait preuve Jésus est un amour sacrificiel, un amour qui se donne, et les disciples devront faire de même. Ils devront être prêts à mourir pour l'annonce de l'Évangile, prêts à mourir plutôt que dénoncer leur Église quand ils seront arrêtés, torturés, prêts à penser aux biens et aux intérêts de leurs frères et sœurs dans la foi plutôt qu'aux leurs. L'amour selon Jésus n'est pas calculé, n'est pas mesuré ou parcimonieux. L'amour selon Jésus est patient, serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il n'y a pas plus stable, il n'y a pas plus sûr que cet amour-là, car cet amour selon Jésus est constant et inconditionnel. Quand on pratique cet amour-là, dans une communauté humaine, comme une église locale, ou une famille, ou un couple, on se sent en sécurité, car l'autre ne nous trahira pas, mais au contraire, sera prêt à se dépouiller pour nous. Alors qu'avec le faux amour dont fait partie le situationship, on se prête à l'autre, l'amour selon Jésus consiste à se donner. Bien entendu, cela passe par la confiance en l'autre, la confiance en soi. Mais dans cette métaphore de la vigne, Jésus précise bien que cela ne dépend pas des efforts des disciples. C'est en étant attaché à Jésus, la vigne, que le disciple est capable de faire preuve de ce genre d'amour, pas par ses propres forces. Et si on se mettait tous à pratiquer ce vrai amour ? Cela comblerait notre besoin d'absolu, d'authenticité, cela mettrait de l'intensité dans nos relations. Et si l'on arrêtait le situationship amoureux, le situationship amical, familial, ecclésial ? Pour cela, il faut arrêter d'avoir peur, pour désactiver notre besoin de contrôle. Et le meilleur moyen pour lâcher prise, c'est de mettre notre confiance en Jésus, qui lui contrôle tout et qui nous garde dans son amour. Alors, laissons son Saint-Esprit nous guider pour transformer, réparer nos relations et les mener vers quelque chose de super beau, vers quelque chose de super excitant. Plus vous misez, plus vous gagnez. Misez tout sur Jésus et vous gagnerez tout avec lui. Alors
est-ce qu'on a des réactions à chaud à ce que partage Johan? Moi, j'ai été interpellée quand tu parlais de relationship amoureux, relationship amical, relationship familial. Familial, ecclésial. Ecclésial. Pour moi, c'était forcément amoureux. Mais non, mais c'est intéressant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand il a dit on se prête à l'autre dans la situationship, alors que l'amour que Jésus nous invite à vivre, c'est de se donner à l'autre. Et en fait, la notion du prêt dans la situationship vient parce que dans la société, on a de plus en plus de mal à se donner à l'autre, parce qu'on a peur, parce qu'on a envie de contrôler, parce qu'on a été blessé. Et du coup, ça implique aussi dans nos relations familiales, amicales et à l'église. C'était pas pour moi non plus faux de partir sur d'autres thèmes où on peut être en situationship. C'est juste que là, nous, on a décidé de mettre un cadre avec le podcast. Enfin, cet épisode parle du situationship amoureux. Il n'empêche qu'on peut tout à fait le vivre dans les amitiés qui sont souvent des relations qui sont délaissées, mais ça nécessiterait d'en faire un épisode à part entière. Mais c'est souvent des relations... Une saison d'ailleurs. Ou une saison. Mais on les considère beaucoup trop comme acquis. Et enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à régler avec les amitiés qui sont quand même des relations qui engagent au fait aussi émotionnellement. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est permis de faire ce parallèle. Pour pas non plus que... il n'a pas condamné, mais pour pas non plus que dire que vous avez peur de l'engagement, mais que pour les amoureux. Non, en fait, l'être humain a beaucoup de mal avec l'engagement dans beaucoup de choses. Et ce qui était intéressant, c'est que avant d'énoncer, je crois que c'était avant de dénoncer toutes ces catégories où il peut y avoir le situationship, il a dit, en fait, où est l'amour dans cette entre-deux qu'on donne, qu'on prête, qu'on... Voilà. Et en fait, ça... la question de l'amour, pour moi, elle est hyper centrale dans tous ces domaines-là, en fait. Ah oui. Et c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant de l'appliquer de partout. On va passer à la dernière question qui est comment sortir d'une situationship. Et la première question que je vous propose de discuter, c'est qu'est-ce qui nous pousserait à en sortir? Ouais. Parce que on part du principe qu'il faut en sortir. Voilà, c'est ça. On est plutôt défavorable à maintenir des situationships. Je crois qu'on peut l'assumer. Est-ce qu'il faut à un moment que les désavantages soient plus grands que les avantages? Moi, ce que je trouve intéressant dans la chronique, c'était de dire, effectivement, comme tu disais, on refuse l'instabilité, mais en fait, on l'accepte pour tout ce qui est sentiment et tout ça. Et en fait, moi, la question que j'ai envie de laisser, c'est vraiment de dire, pourquoi rester dans... du coup, la situationship te donne pas de stabilité émotionnelle. Pourquoi... à quel point tu comptes pour toi-même, entre guillemets. Prendre soin de toi est important à tes yeux pour rester dans cette situationship où tu acceptes, où tu sais que ce sera jamais stable pour toi émotionnellement, quoi. Finalement, tu dis que finalement, être dans une relation où c'est sécurisé ou sécurisant, c'est aussi prendre soin de soi en premier lieu. Parce que justement, on est dans quelque chose de stable et sans forcément chercher à avoir le contrôle, mais au moins dans une situation qui est beaucoup plus posée. C'est ça qui ressort de ce que tu dis. Ouais, dans ce que je pense, dans les situations, les personnes qui font volontairement des situationships ou qui veulent pas en sortir, souvent ce qui ressort, c'est ce côté-là de, en fait, justement, je veux être stable dans ma vie parce que souvent on a eu des blessures qui font qu'on n'a pas envie de se relancer là-dedans. Mais du coup, on reste instable émotionnellement et en fait, je me dis, mais ce qui te pousse à la base à rentrer dans une situationship, c'est de prendre soin de toi. Et je pense aussi émotionnellement, quelque part, on est convaincu qu'on prend soin de soi émotionnellement, mais dans les faits, dans ce qu'on a dit, dans tout ce qu'on a dit, on montre que justement, en tout cas, on croit que justement, on est instable émotionnellement, donc on prend plus soin de soi finalement. Donc en fait, en ayant ça en tête, est-ce que vraiment ça vaut le coup de rester dans une situationship? Pourquoi sortir? Se poser 30 secondes, dire voilà, ma situationship elle est comme ça m'apporte ça. Est-ce que vraiment je suis autant en sécurité que ce que je le croyais? Est-ce que vraiment ça m'apporte les avantages que je croyais, les engagements, c'est-à-dire le non-engagement par exemple? Ou est-ce que en fait je me rends compte que pas du tout et dans ces cas-là, ça vaut pas le coup de rester, quoi. Moi, je trouve, j'ai beaucoup aimé que Johan y rappelle le texte d'un Corinthiens 13 par rapport à l'amour. Et cette exigence qu'il y a dans ce texte, dans la Bible, sur ce que c'est l'amour et que c'est l'amour parfait que Dieu nous donne, j'ai envie de croire, et je crois que dans ma vie, c'est vrai, quand je travaille en tant que chrétienne à réfléchir à la manière dont Dieu m'aime, je suis un peu plus exigeante sur les choses, les relations que j'ai dans ma vie. Donc j'ai pas plus de demandes forcément. Je demande pas forcément plus de choses des gens, mais je me dis je suis pleinement aimée par Dieu. Du coup,
l'amour que je reçois, c'est en bonus. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment envie d'avoir des amours tout pétés. Ouais. Parce que je suis pas avec des miettes d'amour. Parce que j'ai déjà un amour complet en Dieu. Donc, j'ai pas juste besoin des miettes. Et la situationship, des fois, dire, je veux en sortir, je veux arrêter, c'est peut-être parce que on a l'impression que c'est que ce qu'on mérite. On a l'impression qu'on n'a rien d'autre disponible. Il y a que ça. Et je le dis avec tristesse, hein. parce que c'est douloureux en fait. Mais quand on travaille à réfléchir à comment Dieu nous aime, j'espère que ça nous aide à dire en fait t'as pas besoin de juste avoir les miettes. Il y a un amour parfait qui t'est donné, qui t'est pas prêté. T'as pas besoin de l'emprunter. Il t'est donné par Dieu et du coup tu peux dire ouais j'ai besoin de plus ou j'ai envie de plus parce que je me contente pas juste de ça. Et je pense qu'elle est là, la réponse dans comment en sortir. Du coup, je vais peut-être un peu trop vite, mais Johan, il a terminé en disant qu'il fallait arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'avoir peur, de désactiver notre besoin de contrôle, et que ça, parce que c'est bien beau de dire ça, mais ça, on peut y arriver en mettant l'amour qu'on pouvait recevoir de Dieu en priorité, comme tu l'as dit. Et il a aussi rappelé que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, il est inconditionnel. Et ça veut dire qu'il est accessible, qu'il est proposé en tout cas à tout le monde. Et c'est une promesse de fou. C'est un cadeau de fou. Ouais. Et je pense que ça nous engage aussi dans qu'est-ce qu'on est prêt à donner aux autres. De savoir qu'on est aimé totalement. Et l'exemple de l'amour que Dieu donne, ça fait qu'on ne peut pas donner un amour de miettes à des gens autour de nous, même si ça ne nie pas notre fragilité, notre incapacité, notre faiblesse pour aimer les gens. Et je veux dire, on pourrait parler des heures pendant comment on n'aime pas bien les gens dans nos vies. Mais par contre, ça nous engage de dire si on répond à cet amour que Dieu nous donne, on peut pas donner des miettes aux gens. On peut recevoir autre chose que des miettes, mais on est invité à donner autre chose que juste des miettes d'amour. De manière pratique. Ouais, j'allais dire sur le comment. Bien, ouais. Comment sortir d'une situationship de manière pratique? Peut-être qu'on a réussi, soit on s'est convaincu nous-mêmes, soit on a convaincu certains auditeurs que le format relationnel dans lequel ils étaient, c'était une situationship. On a des conseils pratiques à donner de comment faire pour en sortir. Moi, j'ai l'impression que le plus facile, sans dire qu'en réalité c'est facile, hein, mais le plus accessible peut-être, ce serait juste de parler avec la personne avec qui on soupçonne une relation, une situationship. Parler sans forcément chercher à officialiser un truc ou non, mais juste essayer de comprendre. Tu lui envoies l'épisode. Vraiment. Puis tu dis, en fait, pendant cet épisode, j'ai pensé à notre relation, puis tu peux me dire ce que t'en penses. Ça, pour le coup. Si quelqu'un fait ça, vous pouvez nous envoyer un message sur Instagram. Le screen de la réponse. Si, le screen de la réponse. Non, mais juste nous dire que vous l'avez fait. Je pense qu'il faut pas juste. Il faut que si on choisit comme pratique d'en discuter avec l'autre, il faut quand même avoir en tête que cette discussion doit mener à une décision qui est soit qui aura un changement. Ouais. Peu importe la science ou pas, parce que sinon on reste dans une situationship en fait. Parce que si on a dit que la situationship commence d'une conversation, et il faut il faut qu'à la fin si ça se termine sur une conversation, il faut qu'à la fin de la conversation, quand nous on l'introduit, on sache que à la fin il faut qu'il y ait une décision douloureuse ou pas douloureuse, mais il faut qu'il y ait ça amène un changement, quoi. Ça amène à un changement. Et du coup, parce que on sait qu'il peut y avoir des chances que ça devienne très douloureux aussi, des fois, quand on a ce genre de discussion, on sait déjà un peu d'avance quel chemin ça va prendre, on sait que ça va être douloureux. Moi, je pense avant toute chose, il ne faut pas hésiter à se confier à quelqu'un qui pourrait nous soutenir. Oui, parce qu'on sait que c'est une extérieur. Quelqu'un d'extérieur à qui en parler et qui pourrait nous soutenir. Et qui pourrait aussi, en fait, en fonction des personnes, moi je me dis, en m'identifiant là-dessus, je sais que j'aurais été capable de dire, ok, je fais cette conversation, la décision, elle me fera mal, mais il faut que je prenne ces décisions-là. Et puis en fait, à la fin de la conversation, il n'y a rien qui change, et du coup, je sais qu'il va falloir que je refasse la conversation et que, en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir des allers-retours avant de prendre vraiment une décision. Mais ça, je suis d'accord. En fait, moi, j'allais dire, une conversation, des fois, c'est un peu chargé. Oui. Si ça fait longtemps que t'as pas parlé de ce sujet, peut-être qu'il faut y aller sur
plusieurs Ça peut être en conversions, plusieurs fois, ouais, c'est plusieurs clair. fois. Et puis aussi parce que je parle pour moi-même, mais je pense que c'est vrai pour pas mal de gens. Des fois, quand tu es dans la conversation, en fait, tu es un peu déconnecté de ce que tu penses et ce que tu ressens. Et du coup, tu peux soit dire des trucs, soit ressentir des trucs qui sont pas vraiment la vérité et que tu as besoin de temps tout seul ou avec des amis qui vont te poser des questions pour voir comment ça te fait réagir. Et notamment, et c'est pour ça, c'est important de redire pour moi, c'est compliqué ce qui se passe dans nos dedans. Et c'est normal si c'est compliqué, qu'on comprend pas trop et qu'on se pose des questions. Donc, se donner du temps, ne pas vouloir cristalliser des trucs tout de suite, c'est intéressant, je pense. Et puis, il y a aussi des choses à découvrir sur soi-même, je pense, de se dire, ah, je me suis retrouvée dans cette situation. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce que je peux apprendre? Est-ce qu'il y a des choses en moi à guérir, à libérer? Tout ça, ce serait important de pouvoir se poser la question. Et du coup, d'avoir des gens qui nous posent des questions difficiles, ça peut être riche. Ça peut être bien aussi de parler avec une personne de confiance ou une personne professionnelle. On en vient souvent à là quand on fait des épisodes du comptoir, mais du besoin primaire qui a amené au fait qu'on est dans une situationship, et notamment de est-ce qu'il y a eu des blessures auparavant, est-ce qu'on a un besoin de contrôle, pourquoi on a peur de l'engagement, d'où ça vient, parce que ça vient certainement d'une addition de plein de choses qu'on a vécues plus ou moins jeunes, mais qui n'est pas nécessairement lié à une mauvaise histoire en couple, ou alors qui est carrément lié. Mais dans ce cas-là, ça peut être aussi bien de décentrer ça avec un point de vue peut-être plus professionnel sur la chose, avec les bons questionnements qui vont aussi avec, pour se rendre compte de ok, en fait, je me mets dans des situationships parce que moi-même, j'ai pas confiance en moi, ou parce que j'ai une peur absolue de l'engagement, parce que ça signifie trop pour moi, etc. Ouais. Pour conclure, qu'est-ce que vous voulez laisser aux auditeurs sur le thème des situationships? Quels sont nos 2 centimes finalement? Voilà, si on était sur le podcast Nos 2 centimes, ce serait ça la formulation. Moi, je vais citer un des invités de Nos 2 centimes. Dans un épisode, il dit que c'est important de regarder les zones d'ombre en nous, parce que dans les zones d'ombre, en les regardant en face, on a peur de les regarder en face et on peut être dans le déni, mais que en fait, en les regardant, je crois, et en regardant nos zones d'ombre relationnelles, les zones de flou, si on assume, on peut découvrir la grâce et l'amour de Jésus d'une manière particulière quand on assume de le faire. Et quand on n'assume pas de le faire, on passe à côté d'une partie de son amour, d'une partie de sa grâce, qui n'est accessible que quand on assume notre fragilité et notre faiblesse et nos blessures intérieures. Donc c'est pas c'est pas un encouragement à être des victimes, c'est un encouragement à assumer nos boitements et puis à aller demander à Dieu de venir nous rejoindre là-dedans. Parce que c'est beau ce qu'il peut y faire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette discussion, enfin ce qui m'a vraiment interpellée en tout cas, c'est ce que tu as dit Sophie, quand tu as dit qu'en ayant l'assurance qu'on a un amour complet donné par Dieu, on a l'assurance qu'on n'a pas besoin d'amour un peu éclaté autour de nous, et on devient plus exigeant avec ce que nos amis nous donnent, ou ce que notre femme, enfin bref, ce qu'on nous donne, mais on devient aussi exigeant avec ce qu'on veut donner aux autres. Et moi, j'ai pas forcément quelque chose à rajouter, mais en tout cas, ça m'a vraiment interpellée. Ouais. Je te rejoins sur cette histoire aussi de miettes, et puis de recentrer plutôt que prêter de l'amour, apprendre à donner de l'amour, parce qu'au final, situationship amoureuse ou pas, nous on a focus sur ce thème-là, mais en fait d'un point de vue plus large, c'est super important de s'interroger, de m'interroger moi-même sur est-ce que quand j'aime quelqu'un, je me donne et je donne, ou est-ce que c'est simplement du prêt parce que j'y vois des bénéfices sur un terme plus ou moins long. Je suis en train de penser à un truc qu'un jour quelqu'un que je considère comme un grand sage m'a dit, qui était que la période entre 20 et 30 ans, souvent on prend des décisions, on a l'impression on a des décisions qui se jouent et qui peuvent avoir un impact sur toute notre vie, et on s'en rend pas forcément compte. Et en fait, je me dis, la situationship, je comprends en tout cas que ça puisse être quelque chose qui fasse du bien, en tout cas sur le court terme, sur le moment, et toujours dans la continuité de l'idée que c'est de l'amour miette quelque part. Une miette ça dure pas, et j'ai envie d'encourager à voir plus loin dans nos vies, et dire et en fait d'avoir conscience, en tout cas, pas de se poser la question de est-ce que c'est ce que je veux pour ma vie, même si je pense que ça peut être bien, mais au-delà de ça, de se dire quelque part, en fait,
ce flou-là, qu'on le veuille ou non, elle aura des conséquences sur le long terme. Et là, je sais pas si c'est bien que je le dise ou pas, mais je parle d'expérience. On se rend vraiment pas compte que des fois, une petite décision, on a l'impression que là, c'est juste un flirt et puis plus tard, c'est juste une situation qui me fait du bien sur le moment et puis plus tard, je verrai. Mais en fait, du coup, sur le plus tard, ce sera déjà trop tard. Et moi, je veux vraiment encourager à se dire, la situationship, j'entends que ce soit facile, que ce soit agréable, mais c'est quand même cette période-là où, si on mesure sur notre vie entière, et on a une espérance de vie qui va jusqu'à 70 ans en moyenne, du coup, sur les 60 prochaines années, concrètement, qu'est-ce que ça vaut quelques mois, une année, 2 ans de bien-être sur des conséquences qui peuvent durer plus longtemps, quoi. Intéressant. On se décentrer du présent un peu. Ouais. Intéressant. Merci les amis, c'était intense. Merci. C'était chaud. Ouais. Merci. Bisous sur le front les auditeurs. À quel moment? Alors moi, dans les gestes qui pouvaient être situationship, c'était bisous sur le front. Alors moi, attention. La papate condescendante, par contre. La quoi? La papate condescendante. La papate condescendante. Celle-ci, là. Ça, c'est du situationship. Ça, c'est garde la pêche, ça. Allez, non, sur nos auditeurs. La papate papate condescendante. Non, moi, je préfère bisous. Tape sur la tête. Je sais pas. C'est intéressant. Voilà. Je veux pas être condescendant avec les autres. Oui, non, mais en fait, j'aime pas ce terme de pas de condescendante parce que je trouve que donc la papate condescendante, c'est vraiment se tapoter sur l'épaule en fait. Et je trouve que des fois, ça fait du bien que quelqu'un vienne nous taper sur l'épaule et se dire allez, courage à toi. Oui, mais c'est toute une question de tempo. De tempo. J'entendais pas. Alors faites pas ça avec moi. Non. Voilà. On vous laisse. Allez, c'est ciao. Sur ces entrefaites, c'est ciao.